Merci de l'invitation. Mon exposé, ça va être essentiellement un survol de divers travaux sur des équations fonctionnelles. Je ne viens pas de la combinatoire ni des probas, mais de la théorie des nombres. Et mon idée, c'est plutôt donner un peu un aperçu de méthode générale pour attaquer des équations fonctionnelles qu'on va voir apparaître dans diverses situations combinatoires ou probabilistes. Alors, les équations fonctionnelles auxquelles je vais m'intéresser dans cet exposé, elles sont de ce type. Alors, je vais être parfois un peu flou, disons, hop, histoire de plus faire passer une idée que vraiment être précise. Alors, où en fait, je me donne un corps, K, et puis ici, j'ai un certain nombre de coefficients qui sont connus dans cette équation. Donc, K de xy, c'est un polynôme dans K de xy, que je vais supposer, pour simplifier, 2 degré 2 dans chaque variable. Et puis, A, B, C, des fonctions rationnelles en x et y. Donc, tout ça, c'est connu. Et en fait, on a nos inconnus, qui sont les fonctions q de xy, f de x et g de y. Pour l'instant, c'est juste des fonctions. Donc, un des exemples sur lequel je vais baser tout mon exposé, ça sera un premier exemple combinatoire. Donc, on doit à Marie Bousquet-Melou et Marnie Mishna. Donc, on se fixe un sous-ensemble fini, obligé, de vecteurs à coordonnées dans -1, 1. On va s'intéresser à la chose suivante. Pour n entier, ij dans n2, on va compter ij n, le nombre de chemins de longueur n, partant de 0, 0, arrivant en ij et restant modelé sur S et restant dans le cadran. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est essentiellement une suite de points à coordonnées entières positives, tel que P0, ce soit l'origine, Pn, ce soit ce point ij, et puis les vecteurs de translation, soit dans mon ensemble de pas pour tout i. OK. Donc, ce problème de comptage est extrêmement difficile et on passe on va l'encoder dans une série génératrice trivariée où les variables x, y sont rattachées à la position finale du chemin et la variable t compte en fait la longueur. D'accord ? Et donc, ce que montrent Mireille et Marnie dans leur papier, c'est que cette série va vérifier une équation du type précédent. Donc, des fois, je vais enlever le t,
égale xy plus k de x0t q de x0t plus k de 0y t q de 0y t plus k de moins, je sais jamais. Mireille va m'en vouloir. C'est plus ou moins? C'est un moins. Ok, je me suis pas trompée cette fois. Voilà, donc ici, si vous faites rentrer ce terme-là qui est en t dans un des deux, eh bien on trouve quelque chose de très semblable à mon équation ici. Et k de xy, c'est le polynôme xy, facteur de 1 moins t, somme des ij appartenant à S de x puissance i, y puissance j. Oui. Oui. Oui, mais pour moi, une fonction, ça peut être une série de formels, une série de Laurent, une série de Puiseux. C'est quelque chose qui dépend de x et de y seulement. Je vais être un peu légère sur les problèmes de convergence, parce que je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, c'est technique. Mais il y a des problèmes de convergence, et selon la nature des fonctions, on ne va pas faire tout à fait la même chose à un certain moment. Mais moi, je vais décrire le côté algébrique, donc c'est pour ça que je choisis de ne pas vraiment rentrer dans le détail de la nature de convergence. C'est bien sûr un souci. Moi, je décris plutôt la stratégie algébrique et géométrique. Voilà. Et là où on sait la faire marcher. Il y en a besoin à un moment, mais je ne vais pas décrire ce moment-là parce qu'il est ultra technique. D'accord, je vais en parler le moment venu. Le fait que f et g ne sont pas des orthogonaux indépendants, mais ils sont des évaluations des coûts à x égale 0 et x égale 0, c'est important. Oui, mais ça, c'est lié à l'équation, en fait. L'ensemble des solutions où f et g sont... Ah non, parce que dans cette équation-là, tout f et g qui résout avec tout, il doit être là. Donc ici, si tu veux, c'est un argument d'unicité de division dans l'anneau des séries formelles, qui dit qu'il y a, si tu te donnes une équation comme ça, il n'y a qu'une seule solution essentiellement. Ici, ici, ici. Voilà, on divise xy par le noyau. Et comme on met un ordre sur les monômes, un monôme plus petit que xy, ça doit être une fonction de x, une fonction de plus une fonction de y. Donc là, il y a un argument d'énicité dans l'anneau des séries formelles. Ici, ce genre d'équation en général, si je mets aucune hypothèse sur mes fonctions, je ne sais pas s'il y a vraiment unicité. Une équation comme ça. D'accord ? Ok, donc ça, c'était un exemple combinatoire qui peut être enrichi. Oui. Oui, c'est ça, parce qu'à un moment, ça me fatiguait de marquer 3 variables, mais ici, voilà, non, mais voilà. Normalement, c'est ça, et à un moment, on va l'oublier, parce que, moi, dans ce cadre, la variable t, elle est un peu plus subtile. Ok, donc après, il y a des exemples continus. Hop. Donc, qui sont donnés par les transformés de Laplace de mouvements browniens réfléchis dans des cônes. Donc ça, vous avez des exemples dans, j'espère que je ne me trompe pas dans mes références, dans la thèse de Sandro Franceschi. Ok. Donc ce que je vais essayer de montrer, c'est de dessiner, de vous esquisser une stratégie générale pour essayer de résoudre ce genre d'équation. Donc le but, ça va être résoudre, et on va voir ce que ça veut dire, des équations en deux variables catalytiques x et y.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire résoudre? Alors, pour moi, ce que ça veut dire résoudre, c'est trouver une forme jolie des solutions. Parce qu'effectivement, on peut aller implémenter, essayer de chercher des développements petit à petit, mais moi, ce que j'aime bien, c'est les fonctions spéciales, c'est des fonctions que je connais bien. Et donc, résoudre, ça va être exprimer les solutions en termes de fonctions spéciales. Alors, la première classe de fonctions spéciales qu'on aime bien, c'est les fractions rationnelles, c'est-à-dire dans le corps engendré sur les coefficients par x et y. Bon, ça, c'est un objet, des fonctions très, très simples à quantifier. Puis après, on peut se demander si on n'a pas de fractions rationnelles, si on a des fonctions algébriques sur k de xy, donc c'est-à-dire qui vérifient une équation polynomiale à coefficient dans k de xy. D'accord ? Donc, si on met les solutions fg, on veut un polynôme non trivial à coefficient dans mon corps. Après, parmi les premières fonctions spéciales qu'on voit quand on apprend la théorie des fonctions, on voit par exemple l'exponentielle, le sinus, le cosinus. Et donc ces fonctions-là, elles sont définies par des équations différentielles linéaires. Donc on va se demander si mes solutions sont définies, donc c'est-à-dire vérifie des équations différentielles linéaires en x et en y. Donc on va vouloir deux équations pour, par exemple, notre série génératrice et y plus de xy égale 0. Donc jusque-là, on a en fait pour chaque classe des propriétés analytiques qui vont nous permettre, par exemple, d'estimer la taille des coefficients d'une expansion en série entière de nos fonctions, ou, dans le cadre défini, trouver de nouvelles relations de récurrence. Alors, pour les fonctions spéciales, on a encore une classe qui sont les fonctions D algébriques sur k de xy. Donc cette fois, on va demander à avoir une relation algébrique et non plus seulement linéaire entre un certain nombre de dérivés de notre fonction inconnue, px et py, de q de xy, px de q de xy, dx puissance m de q y égale 0. Donc, ah oui, pardon, merci. Dérivé y et dérivé y. Donc, les deux équations, il doit avoir que de dérivé x et que de dérivé y. Oui, alors il y a des définitions, bien sûr. C'est comme pour la définitude, en fait. On peut avoir des définitions différentes de l'algébricité différentielle. La définition la plus générale, c'est de demander juste qu'il y ait une relation. Là, c'est une relation très forte, puisqu'elle découple les deux variables. On pourrait demander des relations croisées. Mais là, on va demander ça. Donc là, c'est des polynômes. En x est 0, xm ou xn. Ok, donc parmi les exemples qu'on voit,
la fonction P de Weierstrass associée à la courbe elliptique C sur Z oméga 1 plus Z oméga 2. Donc je vois le quotient de C par un réseau. Donc cette fonction de Weierstrass, qui est une fonction spéciale assez célèbre, elle vérifie une équation algébrique. D'accord ? Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas définie. Donc ici, c'est une seule variable. Hein, mais donc on a une fonction qui est algébrique qu'on va voir peut-être, si j'arrive au bout de mon exposé, intervenir dans les résolutions pour les marges. Et puis, en dernier cas, bien quand on a tout écumé, on ne sait plus rien dire. Et c'est ce qu'on appelle les cas des transcendants. Ce sont des fonctions qui ne vérifient aucune équation différentielle, ni linéaire ni algébrique. Et donc un exemple fondamental, c'est Hölder qui prouve que la fonction gamma de S, donc je rappelle qu'il vérifie gamma de S plus 1 égale S gamma de S, eh bien, elle est différentiellement transcendante sur C de S. C'est un des premiers exemples de fonctions différentiellement transcendantes. C'est comme pour les nombres transcendants, on sait qu'il y en a plein, mais en trouver un, c'est beaucoup plus dur. Donc, on a cette fonction gamma, donc a priori, on ne sait rien dire. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans un des cas dégénérés de mouvements browniens réfléchis, eh bien, donc Thomas Dreyfus, Jules Flynn et Sambro, eh bien, ils ont décrit les solutions de leur équation en deux variables à l'aide de fonctions gamma. Donc ça, je ne vais pas pouvoir l'évoquer parce que les cas dont je vais parler ne sont pas dans ce formalisme-là. Mais parfois, même dans le cas différentiellement transcendant, on arrive à réécrire nos équations en deux variables catalytiques, en des équations qu'on sait résoudre explicitement avec des fonctions spéciales connues. Oui. Alors, gamma, qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, tu veux dire en surcouche, on met gamma dans notre corps, est-ce qu'on est encore... Ah, on peut... Donc, tous ces trucs de transcendance, d'algébricité, c'est sur un corps donné. Tu rajoutes des éléments dans ton corps, tu te demandes, tu poses la même question, est-ce que E et pi, qui sont tous les deux transcendants, sont algébriquement indépendants? C'est une grosse question en théorie des nombres. Et donc là, c'est la même chose. En fait, il y a des questions sur gamma et zeta, des choses comme ça. Mais on va rester très gentil aujourd'hui, on va rester avec les fractions rationnelles. Bah non, puisque tu prends... si tu mets un pi dedans, x moins pi, ça fait 0 en pi. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Je veux dire, si j'ai des pi, elle fonctionne à l'aide des gamma. Ça veut dire que je peux avoir des gamma de S. Oui, mais c'est ce que je te dis. Si tu prends, par exemple, pi, le polynôme x moins pi, va s'annuler en pi. Donc, si je prends une fonction à partir de gamma, je peux avoir des chantements qui vont faire que les gamma vont s'annuler. Je peux tomber peut-être sur un truc de différentiellement fini, voire d'algébrique. Ça peut arriver. Donc, la transcendance ne découle pas de théorème de Hölder. Non. Non. Pas directement. OK. Donc ça, c'est un petit peu le point de vue. Donc je vais...
Donc, je vais un peu décrire cette méthode du noyau en 2 variables. Donc, je vais surtout aller sur l'exemple combinatoire, puisque c'est celui qu'on a le plus traité. Donc, cette méthode du noyau en 2 variables, vraiment, c'est le travail de Fayol, Jasnogoretsky et Malichev. Tout est dans ce qu'on appelle le petit livre jaune. Voilà. Mais vraiment, la messe est dite dans ce livre. Il n'y a pas, si vous voulez, ils vont faire 1, 2, 3. Et ma contribution avec mes co-auteurs, c'est de faire le 4. 4 et 5. Mais tout le début est dans ce livre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? La première chose, il y a un cadre géométrique. Alors, donc K de xy, on va le prendre comme un polynôme sur, pour être simple, dans C, sur C de xy. Okay. Pour le cadre des marches, a priori, mon K, c'est Q de T, donc ça c'est le cadre des marches. Et ce que je vais faire, je vais identifier ce K à un sous-corps de C en envoyant T, je ne sais pas, sur un nombre transcendant quelconque. D'accord? Ça, je le mets dans C en disant ça c'est isomorphe, mettons à Q de pi. D'accord? Bon, pourquoi je mets dans C? Parce que dans C, tous les polynômes, enfin, toutes mes courbes ont des points, et donc j'ai moins de soucis. Alors, donc dans ce cadre, donc je peux définir la courbe du noyau E, donc que je vais inclure dans P1 de C croix P1 de C. Donc P1 de C, c'est la droite projective, c'est juste C union un point à l'infini, donc une compactification de C. Vous pouvez oublier ce langage. En fait, essentiellement, je vais regarder l'ensemble des points qui annulent mon polynôme du noyau. Voilà. Donc, a priori, je les regarde dans C croix C. Et pour compactifier, il y a des méthodes et ce n'est pas très très dur. Alors, en fait, là, on va avoir essentiellement 3 cas, parce que le polynôme K, il est de degré 2. 3 cas. Donc 3 cas, 3 dessins. Le premier cas, celui-ci, de droite. Ça revient au cas où le polynôme, ici, il est réductible. D'accord? Et donc ça split ma courbe en 2 droites. K est réductible. Ok? Donc ça, c'est le cas A. Le cas B, eh bien alors j'ai une courbe, cette fois irréductible, qui va avoir un point singulier. Donc ici, c'est un point de la courbe où les deux dérivés vont s'annuler. Donc on a une courbe irréductible, singulière. Donc avec un point singulier ici. Et le troisième cas, donc la courbe est irréductible et lisse, donc et sans point singulier. Si vous avez des questions, ou si je parle trop vite ou au mur, dites-moi. Okay. Alors, dans mon exposé aujourd'hui, je pense que j'aurai le temps que d'exposer un petit peu le cas central, le cas B. Oui.
K de Q de T, je peux le voir comme un sous-corps de C en envoyant T sur pi. Ça, c'est le cas des marches. Des marches. Ah, le cas des marches. Le cas des marches, oui. D'accord. Donc ça rentre dans le cadre que tu considères. C'est mon exemple des marches. Alors, le cas petit a, donc, en fait, il est résolu par des méthodes du noyau classique, en général. Donc, bien sûr, je suis très, très vague, puisque je n'ai pas dit exactement où étaient mes séries. Et on se retrouve, on a des solutions algébriques, voire même rationnelles. Algébriques. Alors, le cas 2, quand on a une courbe comme ça, en fait, c'est une courbe qui a genre nul. Oui. C'est la courbe. Je dessine la courbe, mais je la dessine en réel, pas en complexe. C'est la partie réelle de oui. Chacun des... Bah, j'ai une courbe en fait qui est dans C2, que je ne vais pas pouvoir représenter. Et donc ce que je fais, c'est que je la tranche, je fais une tranche réelle. Donc ici, la tranche réelle, ça va être les deux droites. Et ici, on va avoir ce 8, avec la singularité qui pince la courbe. Et là, c'est la tranche réelle d'une courbe elliptique, en fait. Voilà. Oui, en chaque variable. Ça, c'est fondamental. Autrement, je peux avoir tout et n'importe quoi. Donc, ici, mon noyau, il est 4 de degré 2 en... Ok, je vais avoir vraiment du mal à faire cet exposé en X et en Y. Voilà. Donc, pour le KB, vous allez me croire... Mais cette courbe-là, en fait, on imagine que c'est un cercle qu'on a écrasé. Vous prenez un cercle et puis vous l'écrasez, vous tournez, vous écrasez. Donc en fait, cette courbe-là, on peut l'identifier à un cercle. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'identifier? Ça veut dire qu'on va avoir un isomorphisme partout, sauf en 2 points, qui vont s'envoyer chacun sur ma singularité. Ok, ils vont s'envoyer sur ce point que j'appelle oméga. Et cet isomorphisme, c'est une façon de paramétrer la courbe. Il va se faire avec des fractions rationnelles. En fait, une courbe de genre 0, on peut définir le genre de façon topologique, mais on peut aussi dire que c'est une courbe qu'on peut paramétrer par des fractions rationnelles. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le cas de genre 0. Et puis, voilà. Le cas C, c'est une courbe elliptique, donc c'est un cas un peu plus difficile. Le cas C, on peut montrer que E est une courbe elliptique et on sait aussi paramétrer ce genre de courbe explicitement. D'accord, mais je vais surtout me concentrer sur le cas B. Donc, je peux répondre à la fin, parce que là, tu vois, j'ai 30 minutes pour faire un truc. Alors, j'aurais peut-être pas dû le faire à la crème et balancer les transparents, mais là, je vais pas y arriver du tout, quoi. C'est après. Je fais le cas de genre 0, en fait. Si tu veux, après, je te raconte les courbes elliptiques, c'est plus dur, mais juste le cas de genre 0. Donc, ok. Donc, mon petit 2, c'est un cadre galoisien. Donc maintenant, ok, je me restreins à E de genre 0, c'est le KB. Et donc, j'ai pu paramétrer ma courbe par des fractions rationnelles. Alors, dans ce cas-là,
Les fractions rationnelles en S, en fait, c'est la même chose que les fractions rationnelles en x de S et y de S. Et puis, il y a un sous-corps, il y a ici C de x de S et C de y de S. D'accord? On a un diagramme de corps comme ça. Les fractions rationnelles en S, elles peuvent toutes s'écrire comme des fractions rationnelles en x de S, y de S. C'est ce que veut dire mon isomorphisme là-bas. Et ces fractions rationnelles en S, elles contiennent x de S et y de S. Alors ces fonctions x de S, y de S, elles vérifient que de x de S, y de S égale à 0. Avec k de degré 2 dans chaque variable. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette extension de corps, elle est de degré 2, et celle-ci de degré 2. Ok. Et en l'occurrence, quand vous avez une équation de degré 2, elle est galoisienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je cherche dans C2S, là, l'autre racine, puisqu'on a un polynôme de degré 2, cette autre racine-là, elle appartient au corps C2S. Elle est dans ce corps. De même, de l'autre côté. Donc ici, le fait de regarder l'autre racine, ça va nous donner des automorphismes de corps, iota 1 et iota 2. Et je peux m'arranger en choisissant bien mon paramétrage. Donc, iota 1 de y de S, ça va être la fonction de S, telle que k de x de S, z de S égale à 0, et z de S soit différente de y de S. On a deux racines. Et iota 1 de x de S, ça va fixer x de S. Okay. C'est des automorphismes galoisiens, ça fixe ça, puis ça bouge. Et donc ça va chercher l'autre racine. Alors si je m'arrange bien, ces automorphismes, qui sont des automorphismes du corps des fractions rationnelles, bah, ils ont des têtes sympas. Oups. Alors, a priori, les automorphismes de C de S, ce sont des homographies, des automorphismes de corps. Et en paramétrant bien ma courbe, donc a priori, iota 1 et iota 2 sont des automorphismes de C de S, donc de la forme S donne AS plus B sur CS plus D. Mais on peut s'arranger pour que, en fait, ils aient une forme très simple. Iota 1 de S, ce soit juste 1 sur S. Et iota 2 de S, ça soit Q sur S. Alors pourquoi, en fait, si vous voulez comprendre mon dessin, j'envoie 0 et l'infini sur ce point singulier. Et ce point singulier, vous voyez que ma courbe, chaque fois que je la coupe horizontalement, là j'ai deux points. Sauf ici où j'ai un seul point. Donc ce point-là, il va être fixe sur les deux automorphismes de la courbe. Donc quand je remonte les automorphismes ici, ça veut dire que les points que j'ai choisis comme antécédents sont échangés par les deux involutions. Et des homographies qui échangent 0 et l'infini, il n'y en a pas des tonnes. Donc on construit un peu notre paramétrage comme ceci. Voilà. Alors donc ce qu'on obtient, c'est, donc on a une invariance de nos fractions rationnelles
par rapport à ces deux involutions. Et y de q sur s est égal à y de s. OK. Donc, à la fois, on a mis en place un cadre géométrique et aussi un cadre dynamique où on peut faire bouger maintenant nos objets. Alors, on va voir ce que ça nous donne au niveau de l'équation fonctionnelle. Je vais le faire pour les marches et encore une fois, je ne vais pas me soucier de convergence. Donc ici, on a tous ces objets. On a sorti x de s, y de s avec x de s, y de s des fractions rationnelles. OK. Et ces deux fractions rationnelles, elles vérifient ça pour tout s dans C. Donc ça, c'est vraiment de la nature quadratique du noyau. Maintenant, donc Q, c'est ici, pardon, excusez-moi, avec Q, un nombre complexe différent de 0. On peut montrer ça. Donc une équation fonctionnelle dynamique. Donc ce que je vais faire, c'est essentiellement regarder le cas des marches de Jean 0. Donc celui où je peux paramétrer rationnellement ce noyau. Donc l'équation, elle est de la forme suivante, k de xy fois ma série variée égale xy plus f de x plus g de y. Et q, f et g sont inconnus. Alors maintenant que je sais comment est ma courbe du noyau, je vais pouvoir faire disparaître ce côté-là. Donc, j'évalue en x de s, y de s. Alors, comme ici, ça va faire 0, je vais me retrouver avec 0, égale x de s, y de s, plus f de x de s, plus g de y de s. OK? Et ça, c'est valable pour tout S. Donc, je peux aussi le regarder en x de 1 sur S, y de 1 sur S. Mais là, x de 1 sur S, c'est x de S. OK? Donc, j'ai une seconde équation. Ici, x de S, y de 1 sur S, plus f de x de S, plus g de y de 1 sur S. Ce que j'ai gagné ici, déjà en annulant le noyau, je suis passé de 3 fonctions inconnues à 2. En utilisant les involutions de la courbe, je vais pouvoir éliminer encore une fonction. Donc, maintenant, je fais 2 moins 1, et je trouve g de y de 1 sur s moins g de y de s égale x de s, y de s, moins x de 1 sur s, y de 1 sur s. Donc ça, tout ça, c'est une fraction rationnelle qu'on peut rendre complètement explicite. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, maintenant, j'utilise une dernière symétrie. On sait que y de q sur s, c'est y de s. Et donc, ça me dit que y de 1 sur s, c'est y de qs. Finalement, mon équation devient g de y de qs moins g de y de s
égale une fraction rationnelle bien connue. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné la chose suivante. Si je pose maintenant G tilde de S égale G de Y de S, donc, le théorème qu'on a avec... voilà. Donc, on peut prolonger G tilde de S en une fonction méromorphe sur C, telle que G tilde de QS égale G tilde de S plus B de S avec B de S en C de S. Okay, donc c'est la première chose. J'avais des fonctions inconnues qui satisfaisaient une équation hyper compliquée avec 3 fonctions inconnues. Je me suis ramené à une seule qui vérifie une seule équation. L'autre chose, si vous voyez G tilde de S, c'est juste ma fonction inconnue G composée avec une fraction rationnelle. Et donc en fait, c'est pas dur de voir que G tilde est algébrique sur C de S si et seulement si G de Y est algébrique sur K de Y, que G tilde est D S fini si et seulement si G de Y est D sur DY fini sur K de Y. Oui, c'est C. Ici, dans le cadre, c'est C. Voilà, c'est C. OK, sur C de S. Et G tilde est DS algébrique sur C de S. Si et seulement si, G de Y est D sur Y algébrique sur C de Y. Donc en fait, le fait de juste composer par une fraction rationnelle en S fait qu'on garde toutes les propriétés algébriques. Et cette fois, on va tout faire en S. Ok. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous faire la preuve d'Hölder avec les mains. Vous voyez l'intérêt de cette... Alors, donc d'habitude, pour étudier maintenant classification algébrique pour l'équation, pour B tilde de S, d'habitude, quand je fais cet exposé, j'appelle la théorie de Galois différentielle, etc. Et donc ça fait mot magique, et puis tout le monde pense que c'est compliqué, donc je vais essayer de le montrer avec les mains. Ok ? Donc un premier théorème, je vais montrer que B tilde de S est DS algébrique. Pardon, excuse-moi, G tilde, désolé. G tilde de S et DS algébrique sur C de S, si et seulement si G tilde de S et DS fini sur C de S. Ok ? Donc, il y a un sens qui est évident. Si je satisfais une équation linéaire différentielle, cette équation, elle est algébrique. Enfin, donc, dans ce sens-là, ça va. C'est l'autre qui est moins évident. Okay ? Donc, je vais faire la preuve avec les mains. Et donc, surtout, je ne vais pas la faire en toute généralité. Hop. Je vais faire une preuve à la Hölder. Alors, la première chose que je vais remarquer, c'est qu'en fait, je peux prendre cette dérivation, SD sur DS.
Alors pourquoi je choisis cette dérivation? C'est qu'en fait, elle commute avec l'opérateur de mon équation. Donc sigma q, c'est l'opérateur qui envoie S sur Q de S. Donc quand vous prenez cette... Alors D sur DS, ça ne va pas commuter, ça va sortir le Q, mais quand vous prenez SD sur DS, bah, vous prenez dans un sens ou dans un autre, ça marche. D'accord? Alors maintenant, on a G tilde de QS qui est égal à G tilde de S plus B de S. Ok? Ben, on peut dériver cette équation. Puis comme ça échange, la dérivée de G tilde de QS, ça vérifie cette équation. Ok? And so on, en fait. Bon, on peut faire ça jusqu'à la dérivée Km de G tilde de QS. C'est la dérivée Km de G tilde en S, plus la dérivée Km. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une remarque importante. On voit qu'il y a beaucoup de choses très linéaires qui se passent. Et donc, si on a une relation algébrique entre G tilde et ses dérivés, elle va devoir être compatible avec cette linéarité. Hop. Alors, supposons qu'il existe un polynôme non trivial P tel que, donc un coefficient dans C de S, puis qui va impliquer peut-être n dérivations, telles que P de G tilde de S, la dérivée énième de G tilde de S, ça va être 0. Et supposons qu'il y a un tel polynôme. Moi, ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, si j'ai un polynôme comme ça, ben, je vais trouver un polynôme linéaire. Et alors ça se fait avec de l'élimination polynomiale classique. Voyons sur un exemple comment je fais. Par exemple, si P, ma relation, c'est, je ne sais pas, ds de G tilde au carré plus lambda 0 de S ds de G tilde fois G tilde plus lambda 1 de S égale 0. OK? Évidemment, comme c'est pour tout S, je vais m'empresser d'évaluer ça en QS. Donc ça, je l'évalue en S donne QS. Et puis, j'utilise mes équations, plus les équations. Donc ici, je me retrouve avec ds de G tilde de S plus ds de B de S. Ici, plus lambda 0 de QS, ds de G tilde de S plus B de S, plus ds de B en S, G tilde de S plus B de S, plus lambda 1 de QS égale à 0. J'ai oublié un carré. Ah oui, ici, merci. OK? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est évidemment soustraire ces équations. Alors maintenant, si on les soustrait, je vois que le carré de la dérivée de G tilde va disparaître. Et donc, je vais me retrouver avec 2 ds de B de S fois ds de G tilde de S plus ds de B de S au carré plus lambda 0 de QS. Ici, on va avoir des termes croisés, ds de G tilde de S, G tilde de S, plus etc. Voilà, vous voyez. Et donc, vous voyez ce que j'ai réussi à faire en utilisant l'équation, c'est d'enlever le carré sur ds de G tilde. Donc, on peut trouver un ordre sur les monômes différentiels pour qu'ainsi de suite, on arrive à une équation linéaire. Alors bien sûr, on peut dire ça pompeusement, on peut voir des actions du groupe additif sur un sous-groupe vectoriel,
Très bien, mais c'est juste une élimination de polynôme différentiel à la fin. D'accord? Ok. Bon, très bien. Mais en fait, on peut dire mieux. Donc, a priori, là, ce que j'ai dit, c'est que si ma fonction, elle est différentiellement algébrique, eh bien, elle va satisfaire une équation différentielle linéaire. Je prétends qu'on peut la trouver à coefficient constant. D'accord? Donc, de seconde étape, en fait, on sait que si G tilde de S est ds algébrique sur C de S, alors il existe le lambda I de S dans C de S, voilà, tel que on est ds puissance n de G tilde de S plus lambda n-1 de S ds puissance n-1 de G tilde de S, pouf, plus lambda 0 de S égale 0. Et je peux choisir l'ordre minimal pour avoir une telle relation. Donc on choisit l'ordre n minimal. Donc maintenant, ce qui se passe, je vais jouer au même jeu. J'ai une équation fonctionnelle, je la fais rentrer dans la machine, je fais S donne QS. C'est algébrique, donc je prends des puissances de G tilde. Non, j'ai montré que si c'est différentiellement algébrique, si j'ai une relation polynomiale, j'ai une relation linéaire. C'est ce que j'ai montré. Et maintenant, Les derniers termes, c'est lambda 0 fois G tilde. elle peut être non homogène, mon équation. Ok. Je la prends non homogène et c'est fait exprès. Je prends une équation non homogène. Je prends l'équation non homogène d'ordre minimal. D'accord? Okay. Donc maintenant, je fais S donne QS. Et qu'est-ce que je trouve avec mon équation plus les équations fonctionnelles sur les ds de G tilde à la puissance k. Et donc ici, ds de G tilde de S plus dn de S de B tilde de S plus lambda n-1 de QS. Puis là, on trouve dn-1 de S de G tilde plus ds n-1 de B plus lambda 0 de QS égale 0. Même jeu, je soustrais les deux équations. On soustrait les deux équations. Et qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver lambda n-1 de QS moins lambda n-1 de S, ds n-1 de G tilde de S, plus ici on va avoir toujours lambda I de QS moins lambda I de S d puissance I de G tilde. Et le terme constant, il va être de la forme lambda 0 de QS moins lambda 0 de S plus somme de k égale 0 à n-1, à n-1 de lambda I de S, d-rond S de I de G tilde, plus de B, plus d-rond N de S de B égale à 0. OK? Alors maintenant, on a une équation qui est minimale pour ce N. Donc ça veut dire que celle-ci, c'est une équation triviale. Okay. N est minimale. Donc cette équation, c'est l'équation triviale. Alors ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, pour tout i, lambda i de q de s égale lambda i de s.
Et deuxièmement, en fait, on a trouvé un polynôme, somme de k égale 0 à n-1 des lambda i de S des ronds k de k de S de B égale moins lambda 0 en QS moins lambda 0 de S. Alors, comme je l'ai zappé la première... Oui. Oui, alors ça devrait... Oui. C'est lambda moins 1, on va dire. OK, ça vous va? Si je mets lambda moins 1... D'accord, j'avais pas compris. Hop. Ici, c'est lambda moins 1. Pardon. Désolé, c'est le terme non homogène. OK. Alors, donc, en fait, ici, fait pour les marches de genre 0, Q n'est pas une racine de l'unité. Alors ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'en fait, quand vous regardez les fonctions méromorphes sur C qui sont stables par Q, donc l'ensemble des f de S, tel que f de QS égale f de S, j'ai pas grand-chose, j'ai juste des constantes. OK? Donc ça si je reviens à mon équation, bien ici, ce que j'ai obtenu, c'est que tous les lambda i sont fixes par QS, donc ils sont tous constants. Et là, j'ai obtenu une autre équation sur le B. D'accord? Donc si je résume, si je tire de S et de S algébrique sur C de S, alors il existe lambda 0, lambda n-1 dans C, tel que somme de k égale 0 à n moins 1 et lambda k dérivé km de B, c'est soit égal à une fonction avec G dans C2S. Donc j'ai ramené toute mon étude à me demander si la fraction rationnelle B que je connais, je peux trouver des coefficients constants tels que une équation linéaire différentielle en B s'écrive comme ceci. D'accord? Et ça, c'est un problème très facile. C'est la décomposition en éléments simples. On peut facilement résoudre ce problème. Bon, je vais... Voyons si vous suivez. Alors, la question, est-ce que B de S égale 1 sur S plus 1 vérifie une telle équation? Est-ce que je peux trouver des constantes complexes, telles que quand j'applique une équation linéaire différentielle à coefficient constant à ça me donne un truc de cette forme. G de QS moins G de S. Oui, non. C'est tard, hein, vous avez tous faim. Alors, je vous donne la réponse. Cette fonction, elle a que moins 1 comme pôle. Ici, de ce côté-là, je n'aurai que moins 1 comme pôle. D'accord? Mais de ce côté-là, je dois avoir moins 1. Et si j'ai moins 1, par exemple, qui est pôle de J de S, ben j'aurai moins 1 sur Q, qui sera pôle de l'autre côté. Et donc, comme ça, je vais commencer à sortir des pôles qui ne sont pas de l'autre côté. D'accord? Donc ça, ben non. Non, car moins 1 est pôle, et seul pôle du côté gauche.
Et du côté droit, on en a beaucoup plus. Les droits, il y a des Q puissance n avec n entier. Moins Q puissance n. D'accord, donc résoudre ce genre de questions, c'est juste regarder la décomposition en éléments simples. Et ça se fait très facilement. Donc on peut montrer dans un premier résultat qu'en fait, s'il y a une telle équation, elle est d'ordre 0. D'accord? Donc, théorème. En fait, si j'ai tilde S et des S algébriques sur C de S, alors B de S égale G de QS moins G de S. Et alors là, normalement, je voulais avoir le temps de montrer où intervenait la théorie de Galois classique. Mais pour ceux qui connaissent, ça, c'est équivalent à XY égale F de X plus G de Y plus K de XY fois une fraction rationnelle, donc ce qu'on appelle le découplage. Voilà. Et en fait, pour les marches de Jean 0, ça n'arrive jamais. Donc en fait, ce qu'on montre comme ça très facilement par une analyse de pôle de fraction rationnelle, c'est que toutes les séries génératrices de marge de Jean 0 sont différentiellement transcendantes. Voilà. C'est ça que nous a permis de faire cette équation dynamique. Je vais m'arrêter là. Désolée.